de 76 à 78 à l'hôpital Justinien du Cap. Haïtien de 1978 à 1983, il a continué en chirurgie dans le Nord, notamment au centre de la Fossette, occupant les postes de médecin de service et de médecin-chef. À partir de 1983, Dr. Dewoodlo a développé sa carrière de médecin aux États-Unis, dans l'État de New York, en neurologie, puis en psychiatrie. Après une résidence en neurologie de 1989 à 1991, il a été instructeur de neurologie, chief officer in neurologie à New York University School of Medicine, au Manhattan Veterans Affairs Medical Center à New York, au Comprehensive Epilepsy Center at Hospital for Joint Diseases à New York toujours et à Bellevue Hospital Center. De 1993 à 2023, il est attending physician en neurologie et notamment directeur du Stoke Center et médecin-chef de la division de neurologie 2006-2022. Certifié en 2029, diplômé of the American Board of Psychiatry and Neurology, il a sa pratique privée à Upstate New York. Slide suivante, s'il te plaît, Frédéric. Il a publié Neurological Differential Diagnosis, le chapitre sur lumbar plexopathie à Cambridge Press 2014. Il est membre de la MHE, chapitre New York, dont il a été le premier vice-président en 2008 et le président de 2010 à 2013. Il est membre de l'American Stroke Association, American Heart Association. Et comme award, il a été nommé Physician of the Year for Outstanding Professionalism, caractère honorable, high standard of medical practice pour les patients et la communauté, etc. Comme docteur Delaunay l'a dit, docteur Dewoodlo a déjà présenté pour nous, je pense, au moins 2 conférences. Donc, nous avons là quelqu'un qui a un parcours tout à fait exceptionnel, et chirurgien, urologue, psychiatre, neurologue. C'est un parcours assez impressionnant et c'est ce personnage que nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir ce soir pour cette conférence sur la mémoire. Docteur Dewoodlo, tu as le micro, tu veux partager ton écran et je souhaite à tous et à toutes une bonne participation. Ok, bon, on va discuter aujourd'hui de la mémoire, de sa construction, de son fonctionnement et éventuellement de certains états pathologiques liés à ces troubles. Bon, et on va commencer par parler de ce que c'est que la mémoire. Bon, au cours de votre vie, vous serez exposé à tant d'informations qu'il vous sera impossible de vous les rappeler toutes. Pas toutes nos expériences ont une importance égale. Certaines sont d'une importance à une autre pareille et d'autres sont banales. Mais parmi les plus importantes, nous arrivons parfois à les oublier. En neurosciences, comme en politique, on doit avoir la bonne connexion pour comprendre comment fonctionne la mémoire. Essayons de comprendre d'abord comment un nouveau-né apprend une langue. Disons qu'on essaie de lui apprendre le mot papa. Alors l'enfant n'est pas sûr de ce qu'on lui dit. Il entend dada et parfois papa. Au niveau de son cortex auditif, se forme un assemblage cellulaire qui lui suggère dada et parfois papa. Comme le mot papa est répété très souvent, finalement, l'assemblage cellulaire pour papa prend le dessus et l'enfant ne dit presque plus dada. Donc, la capacité pour un enfant à changer les connexions dans le néocortex s'appelle plasticité neuronale. Cette
a une tendance à diminuer avec l'âge. Voilà pourquoi un enfant peut toujours apprendre une langue avec l'accent du terroir jusqu'à l'âge de 12 ans. Mais supposons que vous ayez passé une semaine à l'étranger et à apprendre une nouvelle langue. Et qu'après une semaine, vous aventurez seul dans un restaurant et l'envie vous prend de commander à manger. Le groupe de neurones pour le mot que vous cherchez n'est pas très bien connecté. Pour trouver le mot, il vous faut trouver la vraie coalition de neurones. Parfois, le mot est très difficile à trouver. C'est ce qu'on appelle l'interférence en neurosciences. Et l'interférence, c'est ce qui vous pousse à oublier le plus souvent. Donc, comment fabriquer des mémoires dans un environnement chaotique? Comment? Par attention et intention. L'attention est la priorisation de ce que l'on voit, entend et pense. À aucun moment, nous ne pouvons payer attention à une multitude d'objets et d'événements qui nous entourent. Au milieu du chaos vient l'intention de guider notre attention à cerner une idée spécifique. Ce qui est important lorsqu'on détient un objet qu'on a l'habitude de perdre, il est important de se concentrer sur quelque chose unique et spécifique, regardant le temps et la place, tel que les tas de lettres sur l'étagère du buffet où tu as placé les clés. Avec un peu d'intention, nous pouvons payer un peu plus d'attention et construire une mémoire permettant de trouver certains objets. C'est la partie antérieure du cerveau qui occupe environ le tiers de la boîte crânienne, le cortex préfrontal. Dans les années 50 ou 60, les neurochirurgiens s'adonnaient à des lobotomies frontales comme traitement pour la schizophrénie, la dépression, l'épilepsie et certaines formes de comportement antisocial. Après avoir appliqué l'anesthésie locale, on introduisait un ice pick à l'arrière des globes oculaires et l'on l'agitait pour détruire une large portion du cortex préfrontal. Les dommages au cortex préfrontal entraînent un déficit de pensée et d'apprentissage. Dans les années 90, des chercheurs ont commencé à utiliser des techniques d'imagerie cérébrale pour étudier comment fonctionnent certaines parties du cerveau. C'est ainsi qu'ils ont utilisé le PET scan et ont remarqué que le cortex préfrontal est très actif durant la concentration et l'apprentissage, ce qu'ils appellent le working memory. C'est-à-dire, lorsqu'on est en train d'accomplir une tâche, le cortex préfrontal prend le dessus. Et parce qu'il est plus simple d'utiliser le fMRI au lieu de la substance radioactive, le PET scan a été négligé et on a commencé à pratiquer le functional MRI pour faire ce genre d'études. C'est quoi un functional MRI? Un functional MRI est un MRI de routine avec l'accent mis sur certains éléments de contraste dans l'étude du test. C'est ainsi que pour tester le working memory avec le fMRI, une succession de numéros est présentée au volontaire et on lui demande de se rappeler le dernier numéro, ensuite les deux derniers et ainsi de suite. Le test nécessite ce qu'on appelle le working memory parce qu'à chaque fois qu'une nouvelle série de numéros est présentée,
le volontaire doit décider si le dernier numéro fit partie de cette série, et ainsi de suite. Donc, le contexte préfrontal est le plus de numéros le volontaire doit garder dans la mémoire, le plus d'activité est observée dans le contexte préfrontal. La personne qui a une lésion du cortex préfrontal n'arrive pas à conserver l'habilité à se rappeler des mots, mais peut aussi très facilement être distrait par son environnement. Donc, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on a une lésion au niveau du lobe du cortex préfrontal, la personne peut être facilement être distraite par son environnement. Le cortex préfrontal n'est pas seulement spécialisé dans le maintien du working memory, il est aussi le PDG du cerveau. C'est-à-dire, c'est ce qui permet au cerveau d'avoir une certaine coordination et de produire ce qui peut être produit à partir du cerveau. Donc, le cortex préfrontal, il permet la coordination des différentes parties du cerveau vers un travail productif, vers un but commun. Mais après une lobotomie frontale, d'autres parties du cerveau peuvent rester intactes, mais ne peuvent plus travailler ensemble. À la moindre distraction, ils perdent leur concentration. Donc, quelqu'un qui a un dommage du cortex préfrontal, cette personne a de sérieux problèmes à pouvoir se concentrer parce que le malade n'arrive pas à coordonner, à avoir un but dans ses activités. Ces gens-là peuvent se rendre, par exemple, dans un supermarché pour acheter du lait, mais ils peuvent être rendus distraits par un étalage de mangue bien arrangé. Le cortex préfrontal est le dernier à atteindre la maturité et aussi le premier à se détériorer au cours de la dégénérescence cérébrale. Maintenant, en dehors du contexte préfrontal, nous aussi utilisons l'hippocampus au niveau du cerveau pour acquérir la mémoire. L'hippocampus est peut-être la partie du cerveau la plus étudiée par les neuroscientistes. Ici, nous voyons l'image de... Nous voyons deux images d'hippocampus qui ont été enlevées. L'hippocampus peut être vu sur ce cliché. Non seulement l'hippocampus, mais aussi le lobe frontal et c'est encore une autre vue de l'hippocampus avec le septal area, le fornix, maintenant, comment travaille l'hippocampus? L'hippocampus reçoit des faisceaux afférents qui viennent du cortex. Et ces faisceaux afférents vont se raffermir en même temps pour donner naissance au fimbria. Le fimbria, ce sont les faisceaux, c'est l'output, c'est le fimbria est l'ensemble
des axones qui vont sortir de l'hippocampus. Brenda Miller, une pionnière en neurosciences, a publié en 1957 un article présentant un patient qui, par la suite, deviendra fameux. C'est le patient HM parce que c'est pour protéger son identité. Il était un épileptique qui présentait de multiples épisodes convulsifs par jour. Ces crises étaient généralisées et persistaient malgré l'administration d'antiépileptiques à de très fortes doses. Puisqu'il ne pouvait plus fonctionner, une décision a été prise de le traiter chirurgicalement. Mais comment procéder? Alors, le neurochirurgien a décidé d'enlever environ 5 cm de tissu cérébral tout au long de l'hippocampus droit et gauche, au long du lobe temporal. La chirurgie a guéri HM de ses crises convulsives, mais il était devenu profondément amnestique. Par exemple, si vous commencez une conversation avec HM, ensuite vous laissez la salle et revenez 5 minutes plus tard, il ne pourra pas se rappeler de vous avoir parlé. Donc, l'hippocampus vous permet de vous localiser dans le lieu et dans le temps. Il existe aussi au niveau de la partie postérieure du cerveau des zones où l'on peut stocker la mémoire. Si vous avez quelqu'un qui a besoin de se rappeler d'un visage, cette information est dans la partie postérieure du cerveau. Donc, l'hypothalamus et le cortex préfrontal sont aussi connectés à la partie postérieure du cerveau. Nous allons maintenant parler un peu de certaines pathologies. Nous allons parler de la démence. Ce qui est extrêmement difficile lorsqu'un malade présente une démence, c'est ce que le malade n'a aucune orientation. Le malade a perdu ce qu'on appelle episodic memory. Il ne sait pas où il est et il ne sait pas le temps. C'est pourquoi il est recommandé lorsqu'on s'occupe ou bien lorsqu'on prend soin d'un malade qui présente une certaine démence, de ne pas constamment changer le malade de chambre ou bien encore parce que le malade doit s'adapter. À chaque fois que vous le changez de chambre, le malade doit s'adapter à nouveau parce que il est très difficile à un malade qui présente une démence de s'orienter dans le temps et dans l'espace. Parce que ce qu'on appelle épisodique memory ne fonctionne pas très bien. Vous avez certainement remarqué, lorsqu'un malade commence à présenter une démence, le malade devient très agressif parce que le malade n'arrive pas à savoir exactement, n'arrive pas à se localiser. Ça, ce sont des slides
de malade qui a présenté la maladie d'Alzheimer. À droite de votre écran, ce sont les plaques et à gauche, ce sont les fibrillations, ce sont des neurones qui sont totalement dégénérés et qui sont maintenant colorés à une coloration d'argent. Maintenant, la maladie, la démence lorsque les malades présentent des plaques de dégénérescence, le cerveau s'atrophie. Vous avez maintenant une reproduction d'un MRI de malade qui fait une démence. La démence a commencé déjà lorsque, ou du moins, ces deux photos d'MRI ne sont pas prises au même temps. À gauche, il existe encore un certain degré de substance blanche et à droite, l'atrophie est beaucoup plus marquée. Donc, je crois que je vais m'arrêter. Je vous demande de poser des questions si vous voulez. Merci, Dr. Derouleau. Et donc, l'invitation est lancée et Dr. Derouleau, notre conférencier demande s'il y a des interventions. Si quelqu'un, pour le moment, nous n'avons pas de questions au niveau de la messagerie. Si toutefois il y en a qui veulent intervenir, il suffit de lever la main. Docteur Delaunay et Docteur Derrieux. Oui, je dis merci au docteur Derouleau. Sa présentation est bien concise, mais elle est aussi très, je dirais, pointue dans le langage neurologique. Maintenant, je voudrais quand même demander au docteur Derouleau quelques informations sur l'installation de cette maladie que nous appelons la maladie d'Alzheimer et qui frappe beaucoup de gens de notre entourage qui ont un certain âge plus ou moins avancé. J'aimerais que, si vous pouvez, vous étendre un tout petit peu, docteur Derouleau, sur cette maladie pour donner un peu d'éclairage. Merci. La maladie d'Alzheimer, c'est une démence. C'est une démence qui atteint l'hippocampus et les projections de l'hippocampus sur la matière blanche. L'hippocampus, dans le patient qui fait la maladie d'Alzheimer, et aussi les projections de l'hippocampus sont atteintes d'une amyloïdose. L'amyloïdose cause une dégénérescence des cellules. Le malade, au point de vue clinique, est désorienté. Le malade n'arrive pas à avoir une concentration et le malade progressivement se détériore, n'arrive pas à fonctionner et finalement, il te faut
ou bien le placer entouré de sa famille, ou bien encore parfois ce malade devient très agressif et il te faut lui donner des médicaments, des sédatifs pour résoudre son agression. Le malade n'arrive pas à fonctionner, n'arrive plus à fonctionner. Le malade peut ne même pas se rappeler avoir mangé. Et je me rappelle que j'ai un malade qui n'arrivait même plus à savoir, à reconnaître son propre visage. C'est sa femme qui me l'a expliqué parce que j'ai l'habitude de les voir bien avant. Sa condition n'était pas aussi détériorée et le couple venait à l'office et parfois il plaisantait. À partir d'un certain temps, il a commencé à être extrêmement agressif envers sa femme. Et puis, la femme me dit que ce qui arrive, c'est qu'il se regarde dans le miroir et il pense que c'est quelqu'un d'autre dans la maison. Donc, il est extrêmement jaloux. Il frappe sa femme. Donc, on a dû le placer dans une maison de vieillards. Donc, c'est une maladie parfois qui atteint les gens à partir de la quarantaine ou bien de la cinquantaine. D'ailleurs, la première définition de la maladie, symptomatologie de la maladie donnée par Alzheimer, il s'agissait d'une femme de 40 ans. Et la maladie a évolué de manière rapide et la personne a disparu après 50 ans. Donc, c'est une maladie qui atteint le cerveau, bien en partie l'hippocampus et ses projections, et pour qui ou bien pourquoi on n'a pas de traitement. Il n'existe pas de traitement pour la maladie d'Alzheimer. On a commencé à donner des médicaments à base de d'acétylcholine. Mais il est déjà trop tard lorsque la maladie a évolué au point que l'on doit donner des médicaments de l'acétylcholine. Parce que cela aussi peut entraîner d'autres complications et il faut arrêter ce genre de médication lorsque on est sûr de ne plus pouvoir améliorer l'état du malade. Oui, mais docteur Derouleau, est-il vrai que dans la maladie d'Alzheimer, on se souvient des choses passées, mais pas des choses récentes? Est-ce vrai? Bon. Au début de la maladie d'Alzheimer, à cause de l'affectation de l'hippocampus, qui est l'organe dans le cerveau qui vous permet de vous orienter dans le temps, qui vous permet d'acquérir des informations qui vous donnent une faculté d'avoir une connaissance aiguë. Mais lorsque on a une atteinte de l'hippocampus et ses projections, on ne peut pas acquérir une mémoire récente. Donc, on peut, lorsque la maladie n'est pas avancée, se rappeler des événements déjà dans le passé, mais pas des événements qui viennent d'arriver ou encore pas des événements, on ne peut pas acquérir de connaissances pour pouvoir fonctionner. On ne peut pas acquérir de connaissances nouvelles pour pouvoir fonctionner. Si vous allez si vous avez un parent et vous devez vous déplacer, vous rendre à l'hôtel,
la personne peut être si désorientée en arrivant à l'hôtel que il est très difficile d'acquérir des connaissances nouvelles. Merci, docteur Derouleau. Merci, docteur Derouleau. Nous allons, on a une autre main levée, mais avant ça, nous allons prendre une question de Myrta Louis-Saint qui demande est-ce qu'il y a un moyen de prévenir cette maladie ou une hygiène de vie? Cette maladie est causée par une dégradation anormale des protéines dans le cerveau. Elle est c'est une maladie héréditaire. On peut être né avec une protéine qu'on appelle apolipoprotéine 4. Et si on a ce gène qui cause la formation de la protéine 4, on a 50% de chance d'acquérir la maladie dans l'âge avancé. Donc, ce n'est pas, on peut essayer de retarder la maladie en ayant une hygiène de vie, de ne pas abuser d'alcool, de ne pas essayer d'avoir une diète alimentaire très stricte, en laissant de côté le carbohydrate et d'avoir une hygiène alimentaire qui peut vous aider éventuellement et retarder l'installation de la maladie. Et, alors, toujours sur le même sujet, il y avait une question de Yves-Rose Bernadel qui voulait savoir comment le docteur Derouleau vous expliquait la fréquence de cette maladie. Bon, c'est une maladie héréditaire dominante. Mais le diagnostic d'Alzheimer parfois est posé sans que la personne vraiment ait l'Alzheimer disease. Laissez-moi vous donner un exemple. Il existe ce qu'on appelle ce que les psychiatres appellent de false dementia. C'est-à-dire, quelqu'un peut avoir une dépression parce que c'est quelqu'un qui a vécu avec un partenaire et qui soudainement il y a eu un divorce. Cette personne peut devenir extrêmement déprimée et peut présenter des signes qui peuvent indiquer une dépression. Mais si vous prenez une histoire du malade, vous rentrez dans les détails, il se pourrait que cette personne-là, que vous avez diagnostiquée comme ayant l'Alzheimer disease, soit déprimée. Et cette personne peut être traitée avec un antidépresseur. Est-ce que la présence de cette protéine dont vous avez parlé, est-ce que, puisque apparemment c'est génétique, vous avez dit, est-ce que ça rentre dans l'explication de la fréquence de la maladie? Bon, la fréquence avec laquelle le diagnostic est posé est peut-être alarmant.
parce que j'ai aussi remarqué une fréquence accrue de la maladie d'Alzheimer dans ma pratique. Et c'est pourquoi le NIH avait un département qui étudiait la maladie d'Alzheimer et apparemment ils ont pu obtenir un médicament, mais le médicament donnait des effets d'à côté qui n'étaient pas tolérables. Ces médicaments-là pouvaient ou encore causer des inflammations cérébrales. Donc, on a laissé tomber pour chercher d'autres médicaments. On était encore au stade de recherche jusqu'à ce que les décisions ont été prises de ne plus étudier la maladie d'Alzheimer, de ne plus étudier les vaccins. Donc, c'est là où l'on est maintenant. Merci. Donc, on a une main levée de Jean-Ronald Pétion. Est-ce que vous voulez ouvrir votre micro? Merci, merci. Je salue tout le monde et je tiens à remercier Dr. Derouleau pour cette présentation, pour la pertinence de cette présentation. Maintenant, ma question, c'est sur la prise en charge, le mode de prise en charge pour cette maladie. Est-ce que la prise en charge est pharmacothérapie, psychothérapie ou une combinaison des deux? Merci. Généralement, les deux sont importants. La psychothérapie est importante parce qu'il faut toujours essayer de rassurer ce malade, de le mettre en confiance. Et aussi, la pharmacothérapie est importante parce que lorsque le malade commence à être agressif, il faut toujours essayer d'administrer des médicaments de manière à calmer le malade. J'utilise, pour calmer ce genre de malade, on essaie de se tenir Je dois faire la transition. On essaie de se tenir très loin des neuroleptiques. On utilise le plus souvent le Seroquel, qui est un calmant, mais qui a moins d'effets d'à côté que les neuroleptiques. Et pour la psychothérapie, il est extrêmement important à l'utiliser, parce que je vais vous donner un exemple. J'avais un malade qui oubliait tellement qu'elle n'avait pas elle pensait que sa famille ne la nourrissait pas. Elle habitait avec sa fille et elle disait tout le temps à sa fille qu'elle n'a pas mangé. Quand elle venait à l'office, elle pense que ma secrétaire, l'une d'entre elles, Paul seulement l'espagnol et l'anglais, elle lui parlait pour lui dire qu'elle n'a pas encore mangé. Mais la fille était très embarrassée parce qu'elle sait qu'elle a donné manger à la mère.
Eh bien, cette femme, lorsqu'elle venait, elle voulait pour m'en acheter la l'eau pour lui. Donc, finalement, là, ça me bat contre côté me vendre la l'eau. Finalement, il admet l'hôpital. Il dit, oh, mais si docteur, donc, tu pourrais lâcher la loi. Moi, je dis, elle me dit, ok, d'accord, chance pas, moi, me sortir. Mal, nous restons haïtiens, me vendre la l'eau pour lui. Donc, c'est, mais après ça, mais l'homme porte la loi pour lui, me bat petite là, li. Pour me faire petit, pour m'établir rapport ça entre lui-même avec petite là, bon. Donc, là, ça, ali, ouais, que c'est petite là, porter la loi pour lui. Donc, li connaît qu'on y est petite là, a pas accepté nourrir lui. Donc, on doit appliquer les deux, la pharmacologie et aussi la psychothérapie. Merci, docteur Derouleau. Et je profite pour saluer la présence de docteur Lemoine Lafleur, et qui avait été invité pour nous parler de la réalité haïtienne face au trouble de la mémoire. Je vais demander à docteur Lafleur de patienter un petit moment encore, parce que comme j'ai encore deux questions sur le même sujet, donc je vais peut-être demander au docteur Derouleau de répondre à ces questions, à savoir est-ce qu'il y a des substances qui peuvent améliorer la connexion entre les neurones pour prévenir la démence et la perte de mémoire. Et aussi, il y a, il y a la question du cortex préfrontal et de l'hippocampe. Quelle est la place du système limbique dans le processus de la mémoire? Je commencerai d'abord par la deuxième question. Le système limbique fait partie intégrante de l'hippocampus. Le système limbique envoie des connexions à travers le cortex de ce qu'on appelle le entorhinal cortex. Le système limbique fait partie intégrante de l'hippocampus et de ses connexions. Maintenant, la première question, c'était quoi? La première question, c'est est-ce qu'il y a des substances qui peuvent améliorer la connexion entre les neurones pour prévenir la démence et la perte de mémoire? Bon. Et ce médicament n'est pas... Non, la réponse est non. Mais il existe un tas de médicaments que l'on advertise, que l'on présente comme pouvant améliorer les contacts cellulaires. Mais ça n'existe pas. D'accord, merci. Et donc, juste avant l'intervention du docteur Lafleur, rapidement, quel est le rôle des jeux d'attention ou de mémoire, tels que les mots croisés, sudoku, dans la prévention des troubles de mémoire? Bon, et le cerveau est comme un muscle. Vous pouvez ralentir le processus si le malade commence ce genre d'exercice très tôt, avant l'installation des plaques au niveau of the white matter. Donc, si le malade fait des exercices quotidiens, cela peut retarder l'installation de la maladie d'Alzheimer. D'accord, merci. Donc,
Docteur Lemoine, si vous voulez bien intervenir, vous pouvez ouvrir votre micro. Docteur Lafleur, Lemoine Lafleur. Oui, bon, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. En fait, je m'excuse de ne pas y être dès le tout début. Donc, il y avait un petit souci. Bon, peut-être de mon côté ou bien, je sais pas, de l'autre. Mais heureusement, ça s'est résolu. Donc, je remercie le docteur Diablo pour sa présentation et ses réponses scientifiques et extraordinaires. Donc, c'est une présentation très, 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 très bénéfique. Je pense que pour tous ceux qui ont la chance de participer et, et d'y assister. Mais par rapport à quelques questions qui ont été posées, j'aimerais justement ajouter de légers éléments et par rapport aux réponses données par le docteur Derouleau. C'est comme quand on avait demandé si on peut prévenir la maladie d'Alzheimer. Ben, et au fait, dans la maladie d'Alzheimer, il y a deux parties. Il y a le côté génétique que le docteur Derouleau a très bien élucidé avec la protéine E4 et des gènes PCN1 et PCN4. Mais il y a aussi le côté sporadique de la maladie d'Alzheimer. Et ce côté sporadique, on peut agir dessus parce que on a remarqué, et c'est vrai, la maladie d'Alzheimer dans sa grande majorité et génétique ou bien héréditaire, mais le côté sporadique pour des patients qui sont hypertendus, avec dyslipidémie, diabétiques, ou bien des patients qui ne font pas vraiment aucune activité, surtout intellectuelle, parce qu'on a remarqué autour de 25 ans, le cerveau, il perd environ 0,4 millilitres de son volume. Et c'est pour ça qu'il est conseillé à tout individu d'entamer une activité intellectuelle aussi importante pour pouvoir garder le cerveau très éveillé. Sinon, le cerveau va s'atrophier au fur et à mesure et la maladie d'Alzheimer pourrait s'installer. Parce que là, actuellement, il y a pas mal d'avancées qui ont été faites sur la maladie d'Alzheimer. Et c'est même aussi par rapport à la prise en charge. Oui, la prise en charge de psychothérapie est très, très, très importante, mais actuellement, il y a des molécules qui sont là et même il y a une thérapie épigénique qui a été proposée par les nutritionnistes et inculquant que actuellement, bon, c'est pas encore et dans la pratique médicale courante, mais c'est encore à l'essai thérapeutique où on pourrait couper la chaîne de transmission avec l'épigénie. Donc, c'est des techniques qui sont actuellement en cours, peut-être qui seront proposées dans très peu de temps. Et il y a pas mal d'avancées qui ont été faites. Mais pour la démarche diagnostique en Haïti, on n'a pas beaucoup de moyens. Pourquoi? Parce que là, on s'est basé beaucoup plus sur la clinique et des fois, on pose des diagnostics à tort. On s'est basé sur la clinique et certaines fois, mais jusqu'à actuellement, on n'a plus la chance parce qu'il n'y a pas vraiment de contact entre Saint-Domingue et Haïti. Parce que la Dominicanie nous avait aidé parce que quand on faisait la ponction lombaire, quand on faisait cette ponction lombaire, on pouvait demander de doser les deux protéines évoquées par le docteur. Donc, la protéine Tau et la protéine bêta-amyloïde. Mais actuellement, malheureusement, on ne peut plus doser ces deux protéines. Donc, on pose le diagnostic juste de manière clinique en évaluant le statut mental de la personne et tout en éliminant les causes probables. Parce que avant d'évoquer la maladie d'Alzheimer, il faudrait éliminer toutes les causes qui pourraient toutes les causes qui ont presque la même manifestation clinique que la maladie d'Alzheimer, comme la démence frontotemporale et la démence à corps de Lewy, la démence vasculaire, la carence en vitamine B12 et le syphilis, VIH, etc. Donc, c'est ce point-là que je voudrais faire. Donc, s'il y a une question, bien sur l'approche générale des troubles de la mémoire en Haïti, donc je pourrais intervenir à nouveau. Voilà, merci. Merci, docteur Lafleur, de cette intervention. Et oui, docteur Derouleau. Oui, et docteur Lafleur, merci de votre intervention. Mais vous avez, au début de votre réponse, vous avez confondu la maladie d'Alzheimer et la démence en général. Lorsque vous dites qu'il existe des interventions possibles
qui peuvent avoir des effets sur le diabète, l'hypertension. Vous parlez d'une encéphalopathie ou bien diabétique ou bien vasculaire, mais pas de la maladie d'Alzheimer. Comme vous l'avez dit, maintenant, il est assez facile de faire une ponction lombaire et d'avoir le résultat concernant la démence. Est-ce qu'il s'agit de la maladie d'Alzheimer ou bien s'il s'agit de quelque chose d'autre? Donc, je crois que l'intervention a été très bien prise, elle est très bonne, mais il ne faut pas confondre toute démence n'est pas maladie d'Alzheimer. Merci, docteur Derouleau. Nous avions une autre main levée, Frédéric. Je ne sais pas si tu veux intervenir. Bonjour, docteur Joseph. Merci du message. Oui, la conférence est enregistrée. Et donc, elle sera disponible après. Et peut-être pas tout de suite, mais... OK. Bon, pour le moment, donc, je n'ai plus de questions à partager avec vous, docteur Derouleau. La main levée, c'était pas docteur Frédéric François, non? Je ne sais pas, parce que je n'arrive pas à retrouver la main baissée et je n'ai pas... Je ne vois pas du tout, je ne vois plus du tout le... On peut demander à la personne de lever la main à nouveau. Oui, c'est fait. Et j'ai demandé d'ouvrir le micro. Allô? Oui, bonjour. Bonsoir. Oui. Je suis le docteur François, Frédéric François. Ah, comment ça va, docteur François? Bien, merci. Bienvenue, docteur François. Bonjour. Merci, docteur Derouleau. Mon cher, je vous présente mes compliments pour cette présentation. Dommage que je l'ai prise en retard. Mais de la partie que j'ai pu entendre, vous parliez tout à l'heure dans la prise en charge, que vous ne donnez jamais de neuroleptique. Oui. Et vous avez cité le Seroquel. Alors, Oui. Excusez-moi si je vous le dis, en tant que psychiatre, je reçois beaucoup de patients démentiels et aussi de patients ayant la maladie d'Alzheimer à cause de leurs troubles comportementaux, leur agitation psychomotrice et tous les troubles psychiatriques qu'ils présentent. Je pense que le Seroquel dont vous avez parlé, c'est la kétiapine. Oui, c'est ça. Oui, c'est la kétiapine. C'est ça. C'est un neuroleptique. Mais ce n'est pas un neuroleptique classique comme les autres neuroleptiques. C'est un neuroleptique atypique et on peut l'utiliser. D'ailleurs, je l'utilise aussi. Et aussi d'autres neuroleptiques comme l'aripiprazole, par exemple. Donc, il y a certains neuroleptiques ou bien l'Invega qui peuvent donner des résultats. Parce que les autres neuroleptiques qu'on n'utilise pas, c'est à cause des réactions extrapyramidales qu'ils provoquent et d'autres problèmes qu'ils donnent chez ce genre de patients. Mais c'était juste pour rectifier, une petite rectification, afin que les gens ne pensent pas qu'on ne peut pas utiliser de neuroleptiques du tout. Je voulais juste souligner que le Seroquel, qui est la kétiapine, est un neuroleptique, mais un neuroleptique atypique et qu'on peut utiliser. C'était juste cette remarque. Mais à part ça, tout est OK. Merci beaucoup. Et merci de votre intervention. Oui. Merci, docteur François. Et juste avant de passer la parole au docteur Joseph, je voudrais saluer la présence du docteur Frégens Duvalsin. Merci d'être avec nous ce soir. Et Erol, est-ce que docteur Joseph,
je voulais poser la question, bien que je n'ai pas pu suivre la présentation, à savoir, est-ce que la maladie d'Alzheimer aussi est-ce que la maladie d'Alzheimer est forcément transmissible génétiquement? Autrement dit, est-ce que dans la filière, comment je dirais, est-ce que les proches sont très souvent atteints, les proches de malades atteints de maladie d'Alzheimer sont très souvent reçoivent génétiquement la maladie, si je me permets de parler ainsi. Voilà. Est-ce que c'est forcément héréditaire? Voilà le mot. Ok. La maladie d'Alzheimer est une maladie à hérédité dominante. Donc, si vous vous rappelez les courbes héréditaires, la maladie d'Alzheimer est une maladie à hérédité dominante. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, mais sauf que ce que je voudrais savoir, c'est que vous êtes certainement au courant de l'épigénétique, ce qui signifie que les gènes ne s'expriment pas forcément en maladie. Et il y a d'autres facteurs qui interviennent, notamment la question de l'épigénétique. L'environnement peut jouer un grand rôle, et il y a même des cas où la personne peut agir sur le gène. Autrement dit, il y a des études qui ont été faites même en biologie cellulaire qui montrent que tout passe par la membrane cellulaire. Et qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent justement ne pas exprimer la maladie alors qu'elle est incluse dans le patrimoine génétique. C'est-à-dire, il y a non seulement l'environnement physique, mais aussi il y a aussi l'environnement psychologique, et il y a les efforts que fait l'individu. Parce que vous savez peut-être certainement que l'esprit peut agir sur le corps. D'ailleurs, c'est ça l'effet placebo. Le placebo, c'est vous, comme dit un grand auteur qui a écrit un livre là-dessus. Docteur Derouleau, on ne vous entend pas? Je ne l'entends plus. Oui, ça va. Oui, j'ai terminé avec ma réaction. Ah bon, mais oui, je comprends votre question, mais vous avez demandé, est-ce que c'est une maladie héréditaire? Oui. Oui. À voix dominante? Oui. Donc, maintenant, pour les réactions individuelles ou encore les effets à côté, bon, c'est tout ce que je peux vous dire. Je ne crois pas que des études ont été faites. Je ne crois pas qu'il y ait de résultats apportés. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'études à être faites et en dehors de ceci ou encore, je ne suis pas au courant. Je peux dire que je ne suis pas au courant d'études faites à d'autres niveaux sur la maladie d'Alzheimer. Merci, docteur Derouleau. Est-ce que docteur Lemoine Lafleur voudrait dire quelque chose sur l'environnement éventuellement? Ça va. Je suis là, mais pour le moment, je n'ai pas d'intervention.
Ah, d'accord. Merci beaucoup. Parce que j'ai vu qu'il y avait un petit message, donc d'accord. Très bien. Et j'ai lu et entendu et à partir des réseaux sociaux ou bien de conversations qu'il y aurait des produits, des substances, et parmi lesquelles on a cité la lécithine, qui pourraient améliorer la coordination ou bien les connexions entre les neurones cérébrales et, et permettre une certaine prévention des troubles de la mémoire et de la démence également. Est-ce que ce que j'ai dit, est-ce que ce que j'ai entendu et lu, est-ce que c'est vrai pour vous, docteur Desrouleaux ou bien docteur Lemoine? Bon, et je peux essayer de vous répondre. Je suis rentré à NYU en 88. Depuis cette année-là, j'ai appris que l'on faisait des études sur ce genre de produits, des produits qui peuvent faciliter la connexion entre les différentes parties du cerveau. Généralement, je lis les communications scientifiques et jusqu'à présent, je ne suis pas très convaincu que des découvertes aient été faites. Mais je ne sais pas, j'ai pas lu sur la... J'ai pas été convaincu par la lécithine. Bon. Okay. Je ne sais pas ce que pense le docteur Lemoine. Je continue mes salutations. Je profite de saluer enfin, des participants fidèles comme Dr. Jessica Limon Adrien, bonsoir, et Dr. Gérald Lebeau, merci d'être là. Bon, en attendant... Je les salue aussi de ma part. Merci. Et docteur Desrouleaux, en attendant docteur Lemoine, est-ce que vous pourriez... Bon, peut-être que c'est docteur Lemoine aussi, je pourrais lui poser la même question. Le functional MRI, j'aimerais plus ou moins comprendre comment on applique ce test, comment cela se présente vraiment comme examen. OK. C'est un test qui se fait comme pour un MRI. D'ailleurs, c'est à 1,5 ou 3 Tesla. La personne se présente, se couche sur la table, mais le functional MRI a une autre caractéristique. C'est un test qui regarde, disons, qui regarde tout le cerveau et qui arrive à déceler là dans le cerveau, il existe une activité métabolique avancée. À cause de la différence entre le désoxyhémoglobine et l'hémoglobine. Vous savez, lorsque vous faites un MRI ordinaire, si vous essayez, ou du moins, si vous faites un MRI du cerveau, là où tu as lorsque tu fais une imagerie au T1, ce qu'on appelle le T1, les vaisseaux paraissent noirs. Ou bien encore, si tu fais un T1,
et que tu vois une partie de la branche vasculaire qui n'est pas noire, mais qui se présente de manière ou bien blanchâtre, c'est parce qu'il existe un blocage ou bien un ralentissement à ce niveau-là. C'est cette connaissance-là que l'on exploite lorsque l'on fait le fonctionnement MRI, et les organes qui sont beaucoup plus actifs paraissent être beaucoup plus brillants, comme s'il s'agissait d'un Christmas tree. Mais au fait, la lécithine, en réalité, ça peut aider avec la mémoire, mais ça ne peut pas prévenir ou bien résoudre un trouble de la mémoire. Parce qu'en réalité, bon, Dr. Deroulo en avait bien, et il l'avait si bien mentionné tout à l'heure, que l'acétylcholine, c'est un neurotransmetteur qui est très important pour la mémoire. Donc, il y a certains acides aminés, certaines protéines, donc, qui renforcent l'activité de l'acétylcholine. D'où ça va aider, ok, à la mémoire. Mais si la personne a déjà les troubles de la mémoire, malheureusement, ça ne sert à rien. Parce que les protéines anormales, c'est-à-dire protéines tau et bêta-amyloïdes, donc ces deux protéines s'accumulent déjà soit à l'extérieur pour la protéine bêta-amyloïde, soit à l'intérieur de la cellule nerveuse pour la protéine tau. Donc les dégâts sont déjà là. Donc il y a une opposition je dirais, à l'influx nerveux donc proposé par ces deux protéines. Malheureusement, la lécithine ne pourra rien résoudre. Pour le fMRI, donc c'est beaucoup plus pour, bon, docteur Deroulo l'a dit aussi, c'est pour évaluer le flux sanguin, parce que la MRI en soi, bon, le scanner c'est des coupes, MRI c'est des coupes, donc c'est de la finesse, mais il y a un certain niveau, la MRI ne permet pas d'enregistrer l'activité du flux sanguin. La fMRI donc sert en réalité à détecter ou bien à apprécier les différents changements donc qui s'opèrent dans le flux sanguin cérébral. Donc c'est ça. La mémoire dite visuelle, auditive, kinesthésique font-elles partie des neuromythes? Docteur Deroulo, vous avez vu la question? J'ai pas entendu, sorry. La mémoire dite visuelle, auditive, kinesthésique font-elles partie des neuromythes? Bon, je ne peux pas adresser cette question-là parce que je ne sais pas ce que c'est qu'un neuromythe. Alors, la question que je voulais poser, étant donné que vous avez parlé de l'Alzheimer, à un certain moment, on avait parlé de 40 ans. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a une différence quand même entre l'Alzheimer et la démence, ou bien l'Alzheimer fait partie des démences et il y a d'autres formes de démence? Par exemple, est-ce qu'une personne qui perd la mémoire ou qui a peut-être une certaine confusion, un problème d'orientation à partir de 70 ans, par exemple, et peut-être 70 ans et plus, est-ce qu'on peut parler d'Alzheimer? Et bon, est-ce que je... Ou bien c'est une autre forme de démence, une personne qui quand même représente ces signes ou bien ces symptômes à partir de 70 ans et plus, est-ce qu'on parle également d'Alzheimer ou bien qu'on parle d'une autre forme de démence? Parce que il y a plusieurs formes de démence, types de démence. Alors, il y a plusieurs types de démence. Est-ce qu'à partir de 70 ans et plus, est-ce qu'on parle d'Alzheimer? Et normalement, le grand chapitre, c'est la démence. Mais l'Alzheimer, le grand chapitre, le gros problème de la mémoire,
Donc, si c'est ça, évolue de manière chronique, donc on dit que c'est une démence. Maintenant, le problème le plus fréquent, mais la pathologie la plus fréquente, c'est la maladie d'Alzheimer qui est la pathologie la plus fréquente de la démence. Mais toutefois, ce qu'on a dit, bien avant d'évoquer la maladie d'Alzheimer, il faut d'abord éliminer toutes les causes possibles de la démence. Ceci en cas où vous ne trouvez aucune autre cause, donc c'est à ce moment qu'on est en droit d'évoquer directement la maladie d'Alzheimer. En d'autres termes, si on peut demander les examens aussi permettant d'asseoir le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, comme le dosage de la protéine, l'évaluation du statut mental, l'IRM qui va montrer qu'il y a une atrophie très prononcée de l'hippocampe, là tu peux évoquer la maladie d'Alzheimer. Mais il y a aussi un certain degré de démence qui s'installe avec l'âge. Donc, là, de 70, 75 ans, donc c'est un cerveau qui ne fonctionne pas du tout, surtout si la personne n'était pas très avancée intellectuellement. Donc là, il va y avoir une certaine perte dans les activités cognitives de cette personne-là. Donc, pour évoquer la maladie d'Alzheimer chez quelqu'un avec des troubles de la mémoire, il faudrait faire la preuve. Parce que je vous dis, il y a peut-être 2 semaines que j'avais reçu un sujet, bon, c'est un monsieur de 78 ans qu'on m'avait référé pour la maladie d'Alzheimer. Quand je l'ai évalué, je demandais des examens, en réalité, c'était de la syphilis qu'il avait. Donc, on ne peut pas d'emblée, parce que la personne a des troubles de la mémoire à un certain âge, d'évoquer d'emblée, ou bien on se met à l'aise d'évoquer la maladie d'Alzheimer. Pour pouvoir l'évoquer, il faudrait rechercher les autres probabilités. Donc, c'est ça. Bon, alors là, en ce sens, une personne âgée, et là, c'est certain, et c'est une forme de démence, comme l'Alzheimer est une démence, mais alors on va parler peut-être de démence sénile. Et on a parlé également des démences préséniles. À un certain moment, on parlait de démence sénile et de démence présénile, des démences vasculaires. Voilà, c'est ça. Parce que dans la démence sénile, dans la sénilité, il y a aussi la démence vasculaire. Parce qu'il y a des AVC qui peuvent passer inaperçus, ou bien des gens qui font des AVC à répétition. Et vous voyez la démence installée chez quelqu'un et vous pensez que c'est de la maladie d'Alzheimer. Et quand on fait un scanner, on voit que c'était de la démence vasculaire. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'il faudrait demander des examens avant de... Multi-infoque dementia. Docteur Derouleau, un commentaire? Non, mais j'ai ajouté qu'il peut aussi savoir, on peut aussi parler de... Il a dit si quelqu'un présente plusieurs épisodes d'accidents cérébrovasculaires, j'ai ajouté multi-infoque dementia. D'accord. Ouais, c'est ça. Merci. Docteur Joseph. Allô? Allô? Oui, c'est Docteur Louchard. J'avais un petit problème avec mon micro. Je ne sais pas si je peux... Ah, Docteur Louchard, allez-y. Oui. Pour compléter votre question. Oui, alors, merci pour la conférence. Merci pour les organisateurs et les conférenciers. Alors, quand je parle de neuromythes, c'est-à-dire c'est des croyances, des fausses croyances concernant le fonctionnement du cerveau. Est-ce qu'on dit toujours et mémoire, et on dit toujours, et scientifiquement, on peut dire on a une mémoire plutôt visuelle, une mémoire plutôt auditive, une mémoire plutôt kinesthésique. Je savais entendre parler de ce type de mémoire. Ouais. Le terme existe. Ah, je laisse au docteur Derouleau de répondre. Désolé. Merci, docteur Lafleur. Non, mais avoir une mémoire visuelle ou auditive, on peut considérer ça, oui. Il y a des gens qui, lorsqu'ils ne voient pas une donnée, ils n'arrivent pas à la mémoriser. Cela arrive. Mais kinesthétique, I don't know what it means. Sorry. Je ne sais pas ce que ça veut dire. OK.
Et, au fait, il n'y a pas que l'hippocampe qui fait la mémoire dans le cerveau. Bon, c'est plus une question de neurosciences et la question de Dr. Louis Charles. L'hippocampe fait la mémoire sémantique, c'est-à-dire la mémoire des connaissances. Mais il y a d'autres structures, parce que rappelez-vous, dans le cerveau, dans l'organisation de la mémoire, il y a ce qu'on appelle le circuit de Papez. Dans le circuit de Papez, il y a dans le cortex associatif, il y a des connexions entre les différentes structures cérébrales. Par exemple, pour la mémoire visuelle, c'est quelque chose qui est fait parce que dans le trajet du nerf optique, il y a à partir de la bande optique, il y a deux branches qui passent en dessous et du lobe pariétal, il y a une branche qui passe au-dessus du lobe temporal. Donc, ces deux branches, bon, là, il y a ce qu'on appelle le WER et le WAT. Donc, le WER, c'est-à-dire, c'est une activité que vous avez au niveau de la jonction pariéto-occipitale. Donc, quand vous regardez quelque chose, vous pouvez mémoriser la chose. Et même si 2 ou 3 ans ou 4 après, on vous montre la chose, par exemple, une image, on vous a montré une maison qui est à Jacmel, vous avez vu la photo, et puis 10 ans après, il y a un film, malheureusement, pas malheureusement, heureusement, qui a été tourné dans cet endroit, et vous regardez le film, vous pouvez identifier l'endroit. Donc ça, c'est le WER. Donc ça c'est l'activité pariéto-occipitale que vous arrivez à enregistrer les événements, les lieux, ou bien des images. Donc c'est le pariétal qui nous permet d'enregistrer ça. La mémoire auditive, c'est quelque chose qui se fait au niveau du lobe temporal, mais essentiellement au niveau du cortex entorhinal. Parce que le cortex entorhinal, c'est, je dirais, la porte d'entrée de toutes les informations qui seront enregistrées dans le cerveau. Eh bien, le cortex entorhinal, à son tour, qui est une structure intégrante et du circuit de Papez, eh bien, au niveau du cortex entorhinal, il y a certaines informations qui peuvent être enregistrées, qui peuvent être encodées ou bien stockées. Eh bien, c'est surtout l'audition. Donc, quand quelqu'un me parle, j'entends à distance. Si c'est quelqu'un que je connais, quand j'entends la voix de la personne, je peux l'identifier. Donc, si j'arrive à identifier cette personne, c'est parce que sa voix a été enregistrée au niveau de mon cortex entorhinal. Donc, c'est ça, c'est pour ça qu'on parle de mémoire auditive, mémoire visuelle, mémoire kinesthésique. Et pour la mémoire kinesthésique, c'est encore le lobe pariétal qui le fait. Parce que quand on touche quelque chose, ou bien quand quelqu'un nous touche, à force que la personne arrive à nous toucher, arrive à un certain moment, même avec les yeux fermés, si cette personne nous touche, on peut l'identifier. Et c'est le cortex pariétal qui le fait parce que quand les sensations ou bien la sensibilité arrive au niveau du thalamus, bon, le thalamus, c'est un carrefour et ce thalamus sert à distribuer toutes les informations sensitives qui lui parviennent. Et le thalamus, il envoie ces informations au niveau des cortex respectifs. Eh bien, le pariétal, il reçoit la sensibilité, le toucher. Eh bien, le toucher est enregistré au niveau du pariétal. Donc, quelqu'un qui nous touche au fil des temps, le pariétal, même avec les yeux fermés, on doit pouvoir identifier une personne qui nous touche si on a cette habitude-là. Donc, c'est ça. Et c'est pareil pour le son, pour les autres choses. Merci, docteur Lafleur. Avant de demander au docteur Derouleau de nous faire ces messages clés pour terminer la conférence, j'aimerais quand même demander au docteur Lafleur à propos de notre réalité haïtienne. Succinctement, qu'est-ce qu'il en est de la fréquence des problèmes de mémoire tels que ça a été présenté par le docteur Derouleau chez nous en termes de diagnostic, en termes de difficultés de prise en charge? Bon, et ce que je veux dire, c'est que le message clé, c'est que et la mémoire, c'est ce qui nous permet de fonctionner, c'est ce qui nous permet de localiser, de savoir où l'on est, c'est ce qui nous permet de nous rappeler ou encore de même prédire des comportements à prendre dans certaines situations. Et qu'il faut, comme on a dit ce soir,
il nous faut prendre des mesures pour protéger notre mémoire et ne pas tomber dans le cycle où nous pouvons avoir non pas un Alzheimer disease, mais des démences qui peuvent être provoquées ou bien par des lésions vasculaires, ou bien par des troubles métaboliques, ou bien encore par d'autres facteurs. Donc, protégeons notre mémoire. Merci. Effectivement, il s'agit bien de protéger notre mémoire, outil très important. Merci beaucoup. Et je vais remercier nos participants parce qu'on a fait le tour des questions. Et je vais laisser le micro au docteur Derivoire et au docteur Deronné. Merci, docteur Deroulo. Merci. Docteur Derivoire. Ok, merci, docteur Desjans. Donc, je félicite et remercie docteur Deroulo, Jean-Robert Deroulo, notre conférencier de ce soir. Donc, il y a eu un exposé, comme je le disais tantôt, très scientifique, mais également un exposé d'une concision remarquable. Et nous remercions aussi le public, l'assistance qui nous a accompagnés jusqu'à ce moment, et des remerciements spéciaux au docteur Louis Lemoine Lafleur, qui a été notre invité spécial pour nous faire quelques échanges sur la situation de ce problème de mémoire en Haïti. Et nous sommes vraiment contents d'avoir eu la participation et la collaboration de tous nos participants. Et nous comptons encore prochainement vous recevoir sur cette plateforme pour continuer les réflexions. Alors, les 2 mois qui vont suivre, les mois d'octobre et de novembre, seront, comment dirais-je, nous permettront de réfléchir sur la maladie que nous appelons l'anémie falciforme ou la drépanocytose. Nous aurons en octobre une première session qui développera les aspects pathologiques et prise en charge clinique, et également la prise en charge communautaire ou sociale. Et au mois de novembre, nous aurons la présentation de certaines études et de certaines recherches pratiquées en Haïti par un spécialiste de la question. Et nous comptons ainsi nous informer de façon globale sur ce problème de l'anémie falciforme. Je vous invite déjà à cette prochaine conférence du mois d'octobre qui se tiendra le 22 octobre 2025. Merci beaucoup. À vous tous. Oui, je te rappelle de ce